Cube Radio. Misogynie, menace de viol, menace de mort. C'est pas toujours facile, l'univers des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si dangereux que ça de l'Internet? On traite de ces enjeux-là dans la télésérie de fiction diffusée à TVA, Le Jeu. On veut s'entourer des bonnes personnes qui comprennent vraiment les enjeux du monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui pour l'éclairer un peu. Il me semble qu'à la gang, là, on pourrait avoir une meilleure communauté en ligne. On est le podcast Le Jeu. Bonjour, ici Fred Bastien. Et là, pour cet épisode, j'ai toujours une petite introduction de préparer, mais pour celle-là, dans mon document de notes, j'ai écrit épisode 9, intro, mon expérience avec le suicide. Parce que j'ai toujours de la misère à mettre des mots sur cette expérience-là. Puis à chaque fois que j'ai dû parler de cette petite aventure dans ma vie, j'ai toujours choisi de pas le pré-écrire parce que je trouvais ça trop difficile. Il y a une vidéo YouTube à ce sujet qui existe. Moi, il y a environ 6-7 ans, j'ai eu des idées suicidaires. Puis bien que je pense que je m'en suis tellement bien tiré par un paquet de facteurs, incluant notre système de santé public et gratuit et un entourage en or, ma famille, mes amis, ça reste un sujet qui est très confrontant pour moi. Puis aujourd'hui, on s'entoure des bonnes personnes au podcast Le Jeu, le podcast qui s'intéresse à la série Le Jeu, diffusée à TVA, qui est une fiction qui, cette semaine, est assez glauque pour une jeune adolescente, Lily dans l'histoire. Alors, je suis entouré de Jérôme Gaudreault, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Merci d'être là, Jérôme. Bonjour, Fred. Et Amélie Gauthier, intervenante en prévention du suicide. On dit qu'elle est aux premières lignes, littéralement. Là, il répond à des appels de gens en détresse. Et moi, je dis c'est la gardienne de but de la vie qui souvent est la première ligne et peut-être parfois un dernier recours. Merci d'être là, Amélie. Ça fait plaisir. Alors, pour se résumer un peu l'épisode et parler des situations actuelles, des enjeux actuels, Marianne, Nicole et Julien sont à l'hôpital suite à la tentative de suicide de Lily, qui, à leur grand soulagement, s'en sort après beaucoup de repos. Bon, ils se sentent tous coupables de ne pas avoir saisi l'ampleur de la détresse de Lily. Et quant à Lily, elle voit dans le journal que Tom a été arrêté et qu'il était un cyberprédateur. Donc, Tom le chat qui manipulait Lily. Malgré tout, elle croit que son entourage est fâché contre elle, ce qui est assez important, j'ai l'impression, comme réflexion. Voici un extrait. Puis avec ta grand-mère, comment ça se passe? Est-ce que vous vous parlez un peu? Mamie, elle est tellement fâchée. Pourquoi? Est-ce que tu penses qu'elle t'en veut à cause du geste que t'as commis? Puis Julien aussi. Puis Marianne. Tout le monde m'en veut. Pendant ce temps, la vie continue d'aller vite pour Marianne et Julien qui se font offrir l'opportunité de développer un gros jeu de réalité virtuelle à livrer dans 4 semaines. Et pour brainstormer, ils partent au chalet avec Cédric qui leur donnera un coup de main et Lily. Mais ils sont déjà rendus quand l'inspecteur du Met tente de les rejoindre sans succès pour les avertir que Frank a reçu sa libération conditionnelle. Stressant, on a hâte de voir comment ça va finir dans l'épisode 10, mais on est là pour parler aujourd'hui de prévention du suicide. Moi, je dois absolument revenir rapidement sur ma petite histoire parce que j'ai ouvert la porte en partant. S'il y en a qui veulent plus d'informations là-dessus, comme je dis, il y a une vidéo sur YouTube à ce sujet. Mais moi, à l'âge de 24 ans, j'ai fait une dépression et j'ai eu des idées suicidaires, disons ça comme ça. J'ai été récupéré par une clinique spécialisée auprès des jeunes adultes, on dit psychotiques. Je me suis pas rendu là jusqu'à la psychose, mais j'ai été récupéré par une clinique qui faisait exactement ce que j'avais besoin. Et bien sûr, un entourage en or, des parents, des amis qui m'ont beaucoup aidé, une sœur aussi qui m'a beaucoup aidé. Dans le cadre de la série Le Jeu, Lily qui fait une tentative de suicide, de votre expérience, en quoi est-ce que le cas de Lily est réaliste pour ce qui se passe sur le terrain maintenant? Et qu'est-ce que justement l'entourage de Lily aurait pu faire ou mieux faire dans le cas de la série actuelle? C'est une grande question avec 2 volets. Commençons avec ça.
J'ai trouvé ça très réaliste. J'ai trouvé l'éveil, j'ai trouvé la réaction des proches vraiment très réaliste. La culpabilité, l'incompréhension, la recherche de comprendre qu'est-ce que j'aurais pu faire, comment j'aurais pu l'aider, la recherche d'un coupable. Donc, on peut voir là quand Marianne va voir la mère de Lily et l'accuse entre les lignes, mais ça ressemble pas mal à ça. On veut blâmer quelqu'un. On veut blâmer quelqu'un quelque chose à ce non-sens pour nous. Donc c'est très réaliste. Ce qu'il aurait pu faire, il y a plusieurs choses qu'il aurait pu faire. C'est sûr que c'est toujours facile d'analyser après coup qu'est-ce que quelqu'un aurait pu faire. Oui. Et c'est absolument la réaction des proches, c'est ça. Donc c'est sans vouloir. C'est un piège, en effet. C'est de sans vouloir. C'est sûr qu'il y a des choses à faire avant, puis on va le regarder. Mais dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il aurait pu faire une fois que c'est fait, une fois que la tentative est faite, je pense que ce qu'il faut faire, c'est recréer contact avec la personne, puis créer un lien, puis essayer de voir comment on peut aider cette personne-là et s'aider soi-même. Parce que si je suis en colère contre moi-même, on le voit sur Lily, elle a l'impression que ils sont en colère contre elle. Quand ils sont en colère contre eux, ils se sentent coupables. Ce qui l'isole encore plus. Exactement. Qui est encore plus problématique. Il faut briser un peu le cycle de l'isolement de Lily. Jérôme, tes réflexions sur le cas Lily. Là, je pense que je suis assez d'accord avec ce qu'Amélie avance. Puis ce qu'on peut regarder aussi, c'est avant la tentative de suicide. Donc, qu'est-ce qui a amené? Puis je pense aussi, effectivement, que c'est assez réaliste, à savoir que, déjà, la jeune fille, elle a un historique familial difficile. Grandit dans un milieu qui était pas évident pour elle. Vit la cyber-intimidation, donc un facteur contribuant, puis arrive très anxiogène, puis arrive un moment critique où là, la vidéo qu'elle a tournée est diffusée en ligne. Donc là, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase et qui accélère la souffrance de la jeune et qui, là, à ce moment-là, décide de passer à l'acte. L'humiliation publique a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans le cas de Lily. Je sais que tu t'intéresses beaucoup à la prévention, Jérôme. On a parlé de l'entourage. Qu'est-ce qui aurait pu être fait dans un cas comme celui d'une adolescente comme Lily en amont, dans le fond? Je pense qu'évidemment, c'est toujours quand on constate qu'une personne, que ce soit des jeunes ou que n'importe qui, qu'une personne est en situation de vulnérabilité, c'est toujours de tisser un filet de sécurité autour de cette personne-là. Donc, d'une part, d'être attentif aux signes. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que la personne va pas bien? Donc, on constate un certain comportement qui est peut-être plus étrange ou la personne, son tempérament, son humeur est différente. Donc, déjà, ça, c'est des signes qui peuvent démontrer qu'il se passe quelque chose. Donc, déjà, il faudrait peut-être aller poser la question, dire « Hey, j'ai remarqué depuis un certain temps, on dirait que tu vas moins bien. Qu'est-ce qui se passe? Veux-tu m'en parler? » Puis effectivement, si la personne verbalise qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, que ça va pas bien, mais même rapidement de poser la question si ça va-tu mal à un point où est-ce que tu pourrais penser au suicide. C'est une question qui peut peut-être être confrontante, qui peut peut-être être directe, mais en même temps, ça permet d'aller chercher directement l'information, à savoir dans quel état de gravité on se retrouve. Ouais, à quel point on doit agir vite. À quel point on doit agir vite, puis vers qui on doit se tourner. Donc, est-ce qu'on doit juste peut-être aller chercher un peu d'informations sur la situation puis l'aider, ou non, on a besoin d'intervenants spécialisés en prévention du suicide pour parler. C'est une grosse question, mais c'est le but de la question. C'est d'être très confrontant puis de forcer les gens à l'action, que ce soit la personne qui répond ou qui pose. On veut aider le plus rapidement possible la personne selon le degré de sévérité de ses intentions. Puis en prévention du suicide, on dit toujours, si c'est dans le doute, tu t'abstiens pas. C'est un peu l'envers de la phrase. Pour l'entourage. Il faut aller valider vraiment ce qui se passe. Parce que peut-être que des fois, on peut avoir tendance à essayer de s'auto-rassurer, de dire c'est peut-être une mauvaise passe ou la personne est toujours morose, mais dans les faits, on sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête de la personne. Donc, et la personne a besoin d'un entourage. La personne qui est en détresse est souvent dans une situation où elle pense que tout va mal, que la situation changera jamais, qu'il y a personne qui peut l'aider, qu'elle sortira jamais. Donc, c'est pour ça que cette détresse-là amène une forme de peut-être découragement par rapport à la vie, qui fait en sorte que peut-être on n'ira même pas. Trucs incluant ça, là. C'est ça. Puis on n'ira même pas chercher de l'aide. Aussi, c'est donc si t'as pas l'énergie pour aller chercher de l'aide, puis qu'il y a personne qui se rend compte que ça va pas bien puis qui vient pas t'aider, ça va encore une fois contribuer au désespoir de la personne. Exact. Puis l'entourage est beaucoup là aussi au moment où tu es prêt à donner de l'aide, mais si l'entourage est là, c'est là où ça aide beaucoup, parce que ça doit venir aussi de la personne, je crois. Ouais, j'ai quelque chose par rapport à l'entourage. Oui. Dans le cas de Lily, je suis pas certaine que si sa grand-mère aurait été cognée à la porte puis aurait demandé t'as-tu besoin d'aide, elle aurait dit laisse-moi tout seul, j'ai pas envie de te parler. Exact. On le voit bien aussi, il y a une tension lorsque Nicole essaie d'aider Lily plus tôt dans la saison. C'est vrai, quand même, ça doit arriver, ça là. Ça l'arrive. Donc, quand on essaie de communiquer avec quelqu'un, on voit que la personne ne va pas bien, que la personne nous rejette.
on a à aller chercher quelqu'un d'autre, une meilleure personne qui va avoir un lien différent. Donc, de pas abandonner, en fait. Parce que oui, ça va arriver que la personne, elle va nous virer de bord parce qu'elle a pas le goût de nous parler aujourd'hui ou parce que il y a quelque chose dans le lien qui fait que c'est pas à toi qu'elle veut en parler. Ce qui est important, c'est de nommer, je vois que tu es en détresse, je vois que tu vas pas bien, ça m'inquiète, je vais trouver quelqu'un d'autre. On va trouver quelqu'un d'autre ensemble, mais on va trouver quelqu'un, par exemple, faut que tu parles. As-tu pensé que les gens qui t'aiment sont pas fâchés contre toi? Ils sont peut-être fâchés contre eux. Dis, qu'est-ce que ça fait de les voir comme ça? La peine. Tu vois? Tu pensais que t'étais toute seule, mais t'es pas toute seule. C'est intéressant, bien sûr, en restant dans l'anonymat, récemment, j'ai un de nos amis dans notre groupe où on se disait, bon, ça me semble qu'il se ressemble pas, comme tu mentionnais, Jérôme, on s'inquiétait un peu pour lui, mais c'est difficile quand même en tant qu'amis qui nous-mêmes avons nos vies, nos vulnérabilités, de trouver le moyen d'essayer d'enligner la personne dans la bonne direction. Moi, je me fie aux professionnels, là, bien sûr, tu sais, j'essaie d'envoyer les gens plus jeunes à tel jeune, à 1-866 appel, tu sais, quand c'est très, très, très criant, ou sinon d'encourager les gens à les consulter. Je dis un professionnel de la santé mentale, n'étant pas un expert. Est-ce qu'il y a un moyen de le faire poliment? Moi, j'ai lancé un petit message, on s'inquiète pour toi, je pense que c'est bon pour tout le monde d'aller consulter professionnellement et peut-être que ça serait très bon pour toi présentement. C'est dur de pas le subir comme une attaque quand on est déjà à bout de nerfs, non? Il y a beaucoup de moyens. Oui, je pense que oui. Énormément de moyens. Le premier moyen, si on est mal à l'aise, vous savez que sur la ligne 1-866 appel, le proche peut appeler pour demander des moyens. Demander comment aller parler à la personne, comment approcher la personne, comment poser la question. Ils vont vous accompagner. Mais oui, il y a des moyens, il y a différents moyens. Il y a plein de trucs possibles. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'aborder. Au Québec, on a peur d'aborder, on a peur de déranger. C'est personnel. Les souffrances, c'est personnel. J'ai peur de déranger. Exactement. Donc, il faut déranger, il faut poser la question. T'as pas l'air affilé. Juste au quotidien, quand on rencontre quelqu'un, salut, comment ça va? On veut pas vraiment savoir la réponse. C'est rare que quelqu'un nous dise, hey, je vais pas bien aujourd'hui. On veut juste dire salut, en fait. Mais s'arrêter vraiment et puis poser la question pour vrai puis avoir le temps. Une vraie écoute. Là. Une vraie écoute, avoir le temps d'entendre. Ouais. Oui, c'est ça. Puis c'est de rester soi-même aussi. Hein? On n'a pas besoin de s'improviser intervenant ou essayer de sauver la vie de la personne. On est ce qu'on est, puis on connaît la personne qui est devant nous, donc on est capable quand même de peut-être aborder ces sujets-là qui sont un peu plus sensibles, mais il faut juste rester dans les limites de nos capacités. Puis comme dit Amélie, il y a de l'aide qui existe aussi pour les proches, puis qui peuvent nous accompagner là-dedans. Exact. Mais c'est peut-être le moment de la nommer. Ça serait quoi vos recommandations d'aide pour les proches? Je sais qu'il y a un aide pour les proches avant, pendant. Il y a aussi un aide pour les proches malheureux après aussi. Où sont les ressources présentement pour les gens peut-être qui sont moins familiers avec les ressources qui sont présentes présentement? Ben c'est certain que je vais vous ramener à la même ligne, donc la ligne 1-866 appel. Exact, c'est vraiment autant pour les entourages. L'entourage, les personnes endeuillées par suicide, les personnes en détresse, les personnes suicidaires, c'est l'endroit à appeler. Ce sont des intervenants formés, outillés, qui prennent le temps de prendre l'appel avec vous puis d'explorer la situation. Et ils vous laissent pas, c'est pas obligé juste une appel, là. Donc il peut y avoir 2-3 appels, donc un suivi. Ben va parler à Lily puis redonne-moi des nouvelles ce soir, tu sais. Fait qu'il y a vraiment un accompagnement. Donc j'enlignerai les gens vers la ligne 1-866. Puis c'est sûr que dans tout bon CLSC, il va toujours avoir aussi un travailleur social qui peut vous accueillir, d'aller cogner. Ouais. Si on veut aborder la question du suicide, on peut aussi aller sur le site internet commentparlerdusuicide.com où on donne des conseils aux gens, tout dépendant de la réalité dans laquelle ils se retrouvent. Est-ce qu'on est dans une école? Est-ce qu'on est dans un milieu de travail? Est-ce qu'on est dans un groupe d'amis? Donc, tout dépendant de la situation, on va donner des conseils aux gens pour être capable d'aborder cette question-là de la bonne façon. Je me souviens,
au secondaire. C'est bon, je suis pas si jeune, je suis pas si vieux, là, ça fait quand même quelques années de ça, j'ai 30 ans présentement. Au secondaire, on avait déjà des formations sur comment intervenir dans le cadre d'un collègue qui semble se diriger vers le suicide. Puis effectivement, ce qu'on me dit déjà à l'époque, c'est ce que tu mentionnais précédemment, immédiatement confronté avec la grande question pour vraiment prioriser le cas. Je pense que on a beaucoup de travail, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent encore aujourd'hui là-dessus. Est-ce que ça a beaucoup bougé, cet enjeu-là, dans les 10-15 dernières années? Moi, ce matin, quand je faisais ma recherche, puis j'ai lu qu'il y avait encore 3 suicides au Québec par jour. Je sais pas si c'est un sujet tabou, mais moi, là, ça m'a scraper ma matinée, les amis, parce que même si je savais que c'est de ça qu'on s'en est parlé aujourd'hui, même si c'est un sujet avec lequel je suis relativement familier, même si c'est encore difficile pour moi d'en parler, puis pour plein de monde, je comprends que c'est la même chose, ça m'a comme, à la fois, m'a fait apprécier le fait que je suis comme tombé du bon côté de la statistique pour un paquet de raisons, puis tu sais, personnellement, encore une fois, j'en reviens pas à quel point c'est possible d'être heureux, puis que je pensais pas que ça l'était au moment où, puis ça, c'est un message qu'on doit circuler, je pense, qui résonne bien sur Internet souvent, mais autant de l'autre côté, je me disais, mais Colin, on continue à perdre comme ça à chaque jour. Je le voyais comme une grande défaite. T'sais. Ça m'a beaucoup pesé quand j'ai entendu parler de ça. Je veux pas scraper ta journée davantage, mais tu sais, 3 suicides par jour, 80 tentatives de suicide par jour au Québec. Puis on peut dire qu'à tous les jours, il y a probablement autour de 300 à 400 personnes qui pensent activement à s'enlever à la vie. Donc ça touche des centaines de milliers de Québécois à chaque année. C'est une personne de trop. Je ne le souhaite à personne d'avoir été dans une situation similaire. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste de nature, puis je travaille en prévention du suicide maintenant plus de 4 ans, puis je te dirais qu'il y a quand même une évolution. Je pense qu'on peut parler davantage de ces problématiques-là de manière ouverte. Je pense que de plus en plus de Québécois qui sont sensibilisés à la réalité du suicide, puis à quoi faire pour réagir. Je vois beaucoup davantage de milieux de travail qui comprennent qu'ils ont une responsabilité en matière de prévention du suicide. Tu sais, c'est, oui, la sécurité de nos employés, de nos travailleurs dans les usines, par exemple, mais la santé mentale de nos employés, c'est aussi important et on s'en préoccupe davantage. Donc, je pense qu'il y a un courant quand même assez intéressant qui se présente. Si on regarde les taux de suicide chez les jeunes, on a des bonnes nouvelles à dire. Les taux ont baissé beaucoup depuis le début des années 2000. Et qu'on les prend. Et que ça me fait du bien d'entendre ça. Et c'est une très bonne nouvelle parce que de ce qu'on observe, les taux de suicide se suivent. Les générations, les cohortes gardent leur taux de suicide. Donc, si le taux de suicide chez les jeunes est bas présentement et continue à baisser, ben peut-être que ça va continuer à baisser sur le long terme, si on continue de former pendant que ces gens-là jeunes. vont vieillir, tu sais. Donc moi je pense qu'on est capable de réduire le suicide significativement. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut plus qu'il y en ait aucun suicide. Puis en sensibilisant les gens, en les outillant pour être un peu plus alerte, pour savoir comment réagir, à qui s'adresser, ben je pense qu'on va être capable d'en prévenir davantage. Ouais. Que ça soit plus un tabou. En fait, que ça soit plus un tabou, hein. Exact. Parce que souvent, quand on commence à parler de suicide ou de prévention suicide, tout à coup, on se rend compte que dans l'établissement où on est, tout à coup, il y a plein de gens qui ont été touchés, mais ils en parlaient juste pas. Donc, c'est une des raisons qui fait qu'on peut rentrer dans les entreprises. Il y a une ouverture qu'il n'y avait pas avant. Il y a 10 ans, moi, ça fait 20 ans que je suis en prévention suicide, puis il y a 10 ans, c'était pas la même ouverture du tout. Elle et moi, on était super proches, là, fait que je comprends pas trop pourquoi on en a pas parlé. La honte. À cet âge-là, c'est fort, vous savez. Puis avec vous deux, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des conflits récemment? Des petits accrochages. Mais elle était souvent fâchée. Mais c'est sûr que depuis une couple de mois, on vit des choses. Peut-être qu'on n'a pas été assez attentive. Je pense qu'on peut considérer le suicide comme un peu un symptôme de la maladie mentale, de la santé mentale en général. Puis ça, tranquillement, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est vrai que le tabou commence à diminuer. Tu sais, puis c'est avec des initiatives comme ce qu'on fait aujourd'hui, puis d'autres personnes qui prennent parole ailleurs, peut-être qu'on peut démocratiser un peu cet enjeu-là. Je serais intéressé d'avoir votre opinion là-dessus. Récemment, je lisais des réflexions sur la santé mentale qui disaient que souvent, la plupart des problèmes de santé mentale sont plus présents qu'on pense dans la société parce que plusieurs personnes n'en parlent simplement jamais, même pas à des professionnels ou à des scientifiques. Donc, c'est très, très underreported en anglais, là, puis que ça affecte une majorité d'humains, puis que peut-être qu'on devrait commencer à penser à la maladie mentale comme un rhume. Des fois, on est malade,
Puis c'est normal qu'on ait besoin de se reposer puis de changer des trucs dans notre vie pendant ce temps-là pour se réajuster, mais ça peut arriver à tout le monde et on peut en guérir. On guérit d'un rhume. Est-ce que c'est une allégorie qui semble faire écho là, dans vos méthodes de vulgarisation actuelle? Effectivement, la grosse difficulté avec les troubles de santé mentale, c'est que c'est pas comme un bras cassé. C'est pas aussi... Il n'y a pas nécessairement une seule technique. Vous dire, OK, t'as une dépression, parfait, maintenant fais ci, fais ça, dans 2 mois, ça va être réglé. C'est pas comme un plâtre. C'est pas comme un plâtre. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Le fait qu'on en parle plus, je pense que ça fait en sorte que les gens sont plus ouverts de partager leur propre vulnérabilité, de demander davantage d'aide, ce qui crée aussi une pression sur les ressources en santé. Oui. Donc, il y a davantage de gens qui ont besoin de soutien parce qu'elles le réclament. Et malheureusement, le système de santé n'est pas encore bien adapté à ces besoins-là. Je pense que la part du budget de la santé qui est mis dans la santé mentale, je pense que c'est autour de 5-6%. Wow. Ce qui est minuscule par rapport au curatif physique. Donc, comment est-ce qu'on peut prévoir davantage de ressources aux organisations qui font de la prévention du suicide, aux organisations qui font du soutien en santé mentale, aux ailes psychiatriques dans les centres hospitaliers, de façon à ce qu'on ait davantage de gens qui soient là pour répondre et donner du support aux gens qui souffrent de santé mentale. Moi, je pense que c'est un de nos grands objectifs, un de nos grands défis dans le futur. De réussir à prioriser un peu de cet argent-là public, puis de l'amener où ça a un impact, parce que bien sûr, il y a un lien aussi entre la santé mentale et la santé physique. Il y a de plus en plus d'études qui le démontrent aussi. Donc, c'est ça, c'est une volonté gouvernementale d'impliquer ces budgets-là à la santé mentale, puis des initiatives citoyennes aussi, j'imagine, des organismes, mais développer l'empathie, l'écoute active, comme on disait, on a tout un peu quelque chose à faire, n'est-ce pas? C'est la responsabilité de tout le monde de s'y intéresser. C'est la responsabilité de tout le monde, ça c'est certain. Déjà en commençant par soi-même, donc prendre soin de sa santé mentale. Donc autant qu'on prend soin de notre physique. Comment on prend soin de sa santé mentale? Moi j'aime bien l'allégorie aussi. Quand on t'apprend à être sauveteur, avant de sauver quelqu'un qui se noie, faut que tu sois sûr que tu es en santé toi-même. Hein? Ouais. Avant d'entrer sur le terrain où c'est un problème, là, tu t'assures qu'il n'y a pas un feu pour pas te brûler toi-même en essayant de sauver quelqu'un. Tu sais. Mais je pense que ça prend la même chose aussi en santé mentale. Comment on fait pour s'occuper sainement de sa santé mentale? Est-ce qu'il y a une recette? Il n'y a pas de recette parce que la santé mentale est individuelle pour chacun. Hein. Donc, il y en a qui sont plus anxieux, il y en a qui sont moins, il y en a qui gèrent mieux le stress, il y en a qui gèrent moins. Je pense que la première chose, c'est être à l'écoute. Hein, le début, il y en a beaucoup qui ne sont pas à l'écoute de leur corps puis de leur santé mentale. Prendre le temps, s'arrêter et être capable de poser des limites pour se protéger. Donc, dépasser nos limites de stress, dépasser nos limites d'anxiété, ça fait justement, ça nous fragilise, ça nous rend en détresse. Ça crée du stress, qui a une réponse physique sur notre corps qui peut... Oui, donc je pense que la première chose, c'est s'écouter. Principalement. Moi, par rapport à ça, j'aime ça aussi. Je m'étais pas rendu compte avant à quel point il y a peu de moments dans ma journée où il y a personne en train de me parler, que ce soit un être humain ou une radio ou une télévision ou un Facebook. Que tu fais 2-3 choses en même temps. Et qu'il y a peu de moments pour le dialogue intérieur, pour le monologue intérieur en fait. Lui, il faut l'écouter. Là. Ça prend des moments de silence dans notre vie pour écouter ce monologue-là. Ça fait partie des clés de la prévention. Là. C'est la première étape. Des pistes, Jérôme, pour prendre soin de nous et de nos pères? Faire ce qu'on aime. Hein. C'est pas compliqué. Faire ce qu'on aime, c'est prendre le temps de faire ce qu'on aime. Effectivement, on a tous des vies de fous. On court à gauche, à droite. On est tous pris dans cette espèce de dynamique-là. Ben, c'est la même chose. Faut s'arrêter et dire, regarde, moi, aller prendre une marche là avec mon chien, là, c'est ce qui me rend le plus heureux dans ma vie. Ben, fais-le, tu sais. Ça va t'aider à te recentrer. Les personnes suicidaires, c'est souvent ça qu'on leur propose. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour te sentir mieux? Parce qu'une personne suicidaire est toujours ambivalente entre sa volonté de mourir et sa volonté de rester en vie. La personne est encore en vie. Donc, il y a des raisons pour lesquelles elle est en vie. Complètement. C'est quoi ces raisons-là? Faut se nourrir. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui te nourrit? Donc, si ça te nourrit, ben, fais-le. Puis ça va aider. Ça réglera pas tous tes problèmes, mais au moins ça va te sortir de ton mindset dans lequel t'es, qui lui veut mourir, puis on va essayer de faire grandir cette partie. Le temps passe tellement vite, on a tellement de choses à dire, mais si je peux ajouter mon grain de sel aussi, moi personnellement, après mes thérapies, puis mes rencontres, puis mes réflexions, puis mes études, puis mes lectures, moi ce qui en reste, ça peut sembler
assez basic pour bien du monde, mais c'est de pas négliger l'impact de la santé physique sur la santé mentale. Donc, moi, dans les premiers facteurs, c'est si je vois que mes nuits de sommeil commencent à changer, ça veut pas dire que c'est grave. Ça veut juste dire qu'on va s'intéresser à ça. J'ai sauté un repas, ou j'avais plus faim que d'habitude ou moins faim que d'habitude. Il y a de quoi qui change dans ma vie. Est-ce que je prends le temps de m'écouter? Qu'est-ce qui me stresse présentement? T'as l'écoute de tes symptômes personnels. Exact. Puis de trouver quelqu'un, là, vraiment un safe space, quelqu'un en qui vous pouvez vous confier. Ça peut être un proche, mais ça peut être un professionnel. Ça peut parfois être des groupes de support en ligne. Bref, de se vider le cœur, ça permet vraiment aussi, je pense, de sortir le stress de soi. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi de maintenir une bonne santé physique régulière et de toujours avoir une oreille là, de confiance. Je pense que ça peut faire un grand travail pour bien des gens. Moi, j'allais dire un peu comme nourrir le feu intérieur. Moi, je le parle comme un feu intérieur. Si tu mets pas de bûche dans ton feu, à un moment donné, le feu il brûle plus. Hein? Donc, il faut le nourrir ce feu-là pour être en forme puis avoir l'espoir puis Et on vous remercie tellement d'avoir nourri votre feu intérieur aujourd'hui en participant à notre podcast. Bref, j'espère que ça a amené quelques bûches à votre collection. En tout cas, certainement, j'espère que nos auditeurs aussi ont allumé quelques flamèches, ont été éclairés par notre brève rencontre. Bien sûr, on l'a mentionné, les lignes 1866 appel, plein d'informations sur Internet aussi. Comment parler du suicide, que ce soit à l'école, au travail ou en société. Toutes les références seront accessibles sur les pages en lien avec le podcast et la série Le Jeu à TVA. Merci énormément d'être passé. Jérôme Gaudreau, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide, et Amélie Gauthier, intervenante en prévention du suicide. Des super-héros modernes qui prennent de leur temps pour essayer de jouer au gardien de but de la vie. Voilà, qui essaie de... On n'arrive pas encore au blanchissage, mais on va peut-être y arriver un jour. Merci infiniment d'être passé. Et sur cette douce musique jazz, nous allons y aller avec les crédits, le générique de la semaine. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Au son, Albert Chambers. À la recherche, Véronique Trudeau. Consultante au contenu, Mylène Cholet. Direction du projet numérique, Étienne Roy. Production, Joanie Langevin. Une production Amalga en collaboration avec Cube Radio. Mon nom est Fred Bastien. Et pour plus d'informations sur le podcast Le Jeu ou la série Le Jeu diffusée à TVA, rendez-vous au www.lejeutva.ca. Merci, bonne journée, nourrissez votre feu.